Donc, on va vous présenter le cas de la ferme Amico, un transfert apparenté. Donc, nous avons comme cédant M. Ghislain Cloutier. Bonjour. Comme relève M. Jacques Cloutier. Bonjour. Comme fiscaliste, Patrick Giroux. Bonjour. Conseillère au CREA, Brigitte Paris. Bonjour. Et notre animatrice pour l'après-midi, Mme Cynthia Doyon du CREA de Chaudière-Appalaches. Je vous laisse la parole. Donc, bonjour. Avant de débuter la présentation du cas, je vais me permettre d'appeler les intervenants par leur prénom parce que vous comprendrez que c'est des gens qu'on fréquente souvent. Puis pour faciliter la compréhension aussi, plutôt qu'appeler Messieurs Cloutier, Messieurs Cloutier, Monsieur Cloutier, Monsieur Cloutier, on va les appeler aussi par leur prénom, hein, Ghislain et Jacques. Donc, Ghislain et Jacques sont propriétaires de la ferme Amico, qui est une entreprise, et là, il va falloir que je combine beaucoup de choses en même temps, je pense. Donc, on recommence. La ferme Amico est une entreprise spécialisée dans les œufs de consommation. Elle possède un quota de 29 800 poules pondeuses. Elle est située à Lévis, dans la région de la Chaudière-Appalaches. Elle est la propriété de Ghislain Cloutier, Pierrette Lemieux et Jacques Cloutier. Ici, on voit aussi toute leur belle famille. Je vais maintenant laisser M. Ghislain Cloutier nous présenter un peu plus l'historique du patrimoine de la ferme. Merci. Alors, on a vu la belle photo de Pierrette et moi, ainsi que Jacques qui était dans le poulailler. Alors, mon père, Arthur, moi, je suis natif de l'Abitibi, Guyenne en Abitibi. Très peu de personnes connaissent cette belle petite paroisse de colonisation des années 40. Alors, mes parents ont été le premier mariage de cette municipalité-là. Et je suis le troisième enfant de la famille. Mon père, en 1962, a décidé de s'en venir à Lévis, Saint-Jean-Chrysostome dans le temps, pour s'acheter une ferme. Il était un bûcheron de profession. S'acheter une ferme qui était une ferme laitière de 13 vaches à ce moment-là. Et tout de suite, dans les premières années, s'est installé de la poule pondeuse. On en avait 2000. Et en 1966, il a décidé de vendre les vaches et de bâtir le poulailler qu'on a actuellement en production. Et on a acheté en 1970 8000 poules de quota de pondeuse pour vraiment se développer plus en pondeuse, parce qu'avant ça, on était presque uniquement en poulette d'élevage de remplacement. En 1975, mon père, pour des raisons de santé, m'a transféré l'entreprise. C'était intéressant de voir ce matin que les raisons de santé étaient souvent une des raisons qui faisait un transfert. Et ça a été le cas dans mon cas, les deux fois. En 1975, j'ai pris l'entreprise. En 1980, j'ai connu Pierrette. Et ça a été la personne avec qui nous sommes toujours ensemble depuis... Ça fait déjà plusieurs années, là, je ne sais pas compter, moi, ça fait que je ne vous le dirai pas. Mais on s'est connus en 1980. On a 4 enfants. Jacques, ici présent, est le dernier de la famille, et non le moindre. Et en 1987, on s'est formé en compagnie, Pierrette et moi, à 50-50, pour des raisons purement fiscales. On était en production contingentée dans les œufs de consommation. Les raisons fiscales, vous les comprenez. En 1988, j'ai fait un premier investissement majeur en installant dans le poulailler actuel des cages neuves automatisées pour s'assurer d'un bon fonctionnement, diminuer le travail. Le calcul économique qui avait été fait, c'est que ça me coûtait la même chose que ma main-d'œuvre pour l'investissement que je faisais en capital et intérêt. Donc, c'était économiquement rentable de s'équiper. Et il faut dire que les installations étaient plus que vieillottes. En 2004, on a réinvesti de façon importante dans la même bâtisse, mais cette fois-là en améliorant, en ajoutant le séchage du fumier, parce qu'on est à Lévis, dans un secteur résidentiel qui ne l'était pas en 1962, mais qui l'est maintenant.
de sorte que les odeurs, c'est une partie importante. Donc, on s'est installé en 2004 avec les bâtiments et séchage de fumier pour diminuer les odeurs et améliorer le confort des poules et de ceux qui y travaillent. Merci, Ghislain. Maintenant, peut-être, Jacques, tu pourrais nous parler un peu plus de l'aspect technico-économique de l'entreprise pour qu'on puisse mieux saisir le secteur. Oui, bien, dans le fond, pour y aller simplement, là, en 1970, on avait 8000 poules. Mon père a pris la relève pas mal dans ces années-là. Et en 88, on est monté à 14 000 poules. C'était justement à cause de l'augmentation de l'espace au niveau des cages qu'on avait eu. Puis ensuite de ça, le gros investissement qu'on a fait, ça a été en 2003-2004. Fait que c'est pour ça qu'on voit ici là, les différences au niveau entre 96 puis l'année 2003. C'est une période où est-ce qu'on avait une entreprise qui était plutôt avec des actifs qui étaient un petit peu plus vieillissants. Ça fonctionnait très bien, on faisait de l'argent, puis tout était correct. Mais comme vous voyez, le chiffre d'affaires en vente était à 457 000. Puis après l'investissement, on est passé aux alentours de 700 000, puis maintenant on est aux alentours de... Est-ce que tu peux revenir? On est aux alentours maintenant de 1,3, 1,4 million de chiffre d'affaires. Notre avoir propre a augmenté, évidemment, en fonction du quota, du nombre de poules qu'on a. Ça fait améliorer notre pourcentage d'avoir propre. Et notre taux de charge qu'on voit ici en bas, qui était à 72,9 %. Dans le secteur avicole, on achète complètement l'ensemble de notre moulée. Donc, un taux de charge à ces niveaux-là, c'est normal dans l'aviculture. Il a augmenté pour se stabiliser aux alentours de 75 %. En fait, nous, de la façon qu'on l'interprète, c'est que ça fonctionnait bien avant. Mais les investissements qu'on a faits nous ont permis de monter notre chiffre d'affaires puis d'augmenter notre rentabilité globale. Pour ce qui est du taux de charge, qui est légèrement un petit peu plus haut, c'est parce que justement, on a des équipements qui sont, disons, qui sont peut-être pas à la fine pointe de la technologie, mais au moins qui sont très performantes là, par rapport à ce qu'on avait avant. Ici, on voit la rentabilité par poule après 50 semaines de ponte, donc après une année complète de ponte. On a mis ça sur un indice 100. Puis la première colonne, c'est pour les poules blanches, puis on a des poules brunes aussi. Donc la façon que c'est présenté, c'est juste pour vous montrer que entre 2006 et 2013, notre taux de, disons, productivité ou de rentabilité par poule s'est accru quand même de façon assez importante. Puis sans les investissements qu'on a faits au niveau de notre système de logement, oui, ça a monté l'endettement. Ça a aussi eu un effet sur le chiffre d'affaires en s'améliorant, mais aussi notre rentabilité par poule s'est améliorée. Donc, ça a été des investissements intéressants. Ghislain, on sait tous que pour gérer une entreprise, il faut certains principes de gestion qui nous amènent où qu'on veut aller, qui nous permettent de développer notre entreprise. Quels étaient les vôtres? En fait, mon premier point d'importance, c'était que la vie familiale, c'est le centre de l'agriculture, de la vie en agriculture. Donc, avoir la possibilité de prendre des vacances avec la famille, la possibilité de se reposer et la possibilité également de pouvoir faire le fou à l'ouvrage, mais d'être capable d'arrêter aussi pour relaxer. Alors, les vacances, c'est important. L'implication. J'ai été impliqué dans les premiers temps parce que les enfants étaient dans les scouts. Je me suis impliqué dans ce mouvement-là. Et l'anecdote, c'est que je suis le dernier à avoir quitté le mouvement scout dans la famille. Les enfants ont arrêté bien avant moi. Alors, je me suis impliqué jusqu'à chef de groupe et président du mouvement. J'ai appris là un peu les rudiments de l'implication dans le mouvement. Et par la suite, je me suis impliqué au niveau des producteurs d'œufs, au niveau de la Fédération des producteurs d'œufs, où j'ai été même président en 87. Je me suis impliqué au niveau du mouvement coopératif agricole. C'est là où j'ai été impliqué le plus longtemps, une trentaine d'années. Administrateur de ma coopérative de base et pendant 18 ans, administrateur à Coop fédéré. Donc, j'ai travaillé beaucoup à l'amélioration collective de l'agriculture et de ses agriculteurs pour
justement, qu'ils puissent avoir eux aussi des vacances, que tout le monde puisse profiter de la qualité de vie. Pour faire tout ça, se gérer une entreprise, puis de ne pas être souvent là, bien, l'informatique a été l'outil que je me suis servi beaucoup. Mes enfants étant plus habiles que moi dans ce domaine-là, m'ont fait des programmes qui me permettaient d'avoir mes données techniques rapidement et efficacement. Alors, c'est encore utile aujourd'hui, quoique Jacques les améliore plus rapidement que je pouvais le faire, étant lui plus habile que moi. Et un des principes de base que j'avais au départ, mon père m'avait transféré l'entreprise et je voulais pouvoir transférer l'entreprise. Je voulais que l'entreprise continue après moi. Donc, la relève, c'était très important. Et pour tout réaliser ça, bien, il faut avoir un équilibre entre l'endettement et l'avoir de l'entreprise. C'est difficile de transférer une entreprise qui n'est pas en équilibre financier. C'est encore à vous la parole, Ghislain. Vous avez montré que vous avez été un producteur impliqué. Qu'est-ce qui vous a amené à penser au transfert de votre entreprise? Quel a été l'élément déclencheur? Omnia Petite Bulle nous parle d'un accident environ en 2008-2009. J'ai fait la réparation de mon entrepôt. J'avais fait le poulailler en 2003-2004. Et là, l'ancienne grange étable qui avait servi d'entrepôt était assez désuet pour... Alors, j'ai décidé qu'on en ferait un entrepôt plus utile. Et j'ai entrepris la démolition et la réfection de cet entrepôt-là avec mon beau-frère. Naturellement, mon beau-frère, qui est contracteur, lui, travaillait de 8 à 5. Mais moi, de 5 à 9, il restait encore du temps pas mal en été, de faire qu'à un bon moment donné, je me suis retrouvé... ils m'ont retrouvé en état de commotion cérébrale sur les lieux du travail. Alors, ça l'a comme déclenché chez moi un certain sentiment de vulnérabilité et de... L'éternité n'était plus à ma mesure, je pense, que j'ai compris ça à ce moment-là. Alors, j'ai pensé qu'il était peut-être temps qu'il fallait penser sérieusement à la relève et à laisser de la place. Ça a pris encore, même si on commençait à y penser là, ça a pris encore une couple d'années avant que j'appelle Jacques pour lui dire que ça serait le temps, mais ça a été un des éléments déclencheurs. Et l'autre déclencheur aussi, c'est que la possibilité rendue à 60 ans de penser qu'on va continuer à faire développer une entreprise, à la faire progresser, on commence à se rendre compte que c'est pas mal rêvant en couleur de penser qu'on va le faire rendu à 60 ans. Parce que nos schèmes de pensée changent à ce moment-là. On est plus porté à vouloir profiter de la vie qu'à toujours vouloir construire. Donc, ça a été les deux éléments principaux. Maintenant, mes préoccupations qui étaient importantes là-dedans, et c'est pourquoi on s'est servi du CREA pour notre transfert de ferme, c'est que l'équité dans la famille, c'est très important. Parce qu'on voulait, comme tout le monde, être capable, après le transfert, comme avant on le faisait, de continuer à se rencontrer tout le monde en famille, avec les enfants, avec les petits-enfants, puis que tout le monde soit heureux, puis tout le monde s'aime. Alors, c'était très important. La sécurité financière, c'est certain, tu as travaillé toute ta vie. Tu espères ne pas tomber sur le BS parce que tu transfères ton entreprise. Donc, la sécurité financière à la retraite, c'est important. C'est un élément qui a été pris en compte. La pérennité du patrimoine. C'est certain que tu ne veux pas transférer ton entreprise à ton enfant pour qu'il le vende le lendemain matin. Donc, tu veux t'assurer de la pérennité du patrimoine. La qualité entrepreneuriale de la relève, c'est un point important. Donc, sa formation et sa capacité de prendre la place. On se pense souvent indispensable hein, comme entrepreneur. On pense qu'on a inventé la roue et qu'il n'y a pas personne d'autre après nous autres qui peut inventer le bouton 4 trous. Donc, c'est un peu un défaut des cédants, mais il faut en être conscient pour se corriger puis pour éviter que ça nous empêche de faire les choses comme il faut. Puis, j'avais réussi dans les 10 dernières années à faire des investissements stratégiques dans le but de rendre l'entreprise rentable pour un transfert. Merci, Ghislain.
Maintenant que ton père t'a introduit comme quoi que tu avais des qualités entrepreneuriales qui étaient importantes pour la relève, peux-tu nous parler un peu plus de toi, Jacques? Oui, bien, en passant, là, le transfert s'est passé super bien. Puis j'ai vraiment, pour moi, là, comme relève, ça a été très, très facile, là, disons. Là. Je suis allé travailler à l'extérieur. Comme là, je vais vous le montrer un peu. J'ai fait mes études collégiales au Collège McDonald. C'est affilié à McGill. C'est à Sainte-Anne-de-Bellevue, à Montréal. Donc, j'ai fait un GEA là-bas. Puis ensuite de ça, j'étais allé à l'Université Laval faire mon bac en agroéconomie. Puis par la suite, justement, on discutait du possible retour à la ferme. Puis on a décidé ensemble que ben, ça serait préférable que je continue à travailler tant qu'à avoir un bon, disons, une bonne formation. J'étais employable puis tout ça. Puis il y avait des trucs intéressants à faire. J'étais allé travailler pour la Coop fédérée pendant 5 ans. Comme gestionnaire, dans le fond, pour des coopératives. Ça a été vraiment des belles années. Ça a été super intéressant et formateur aussi pour l'entreprise. Pour moi, pour travailler dans l'entreprise par la suite. Puis c'est ça. Puis dans le fond, au début, quand on regardait mes parents regardaient pour peut-être trouver une relève là, à l'intérieur des enfants, je me souviens, j'avais 16 ans. Puis on est allé souper, puis toute la famille, puis mes parents me disent, ben Jacques, si ça te tente, tu peux aller faire des cours pour reprendre la ferme. Tu auras juste à suivre un cours, puis tu pourrais reprendre la ferme. Puis moi, j'étais intéressé par l'entreprise, tout ça. C'est quelque chose quelque chose que toute la famille, c'est le noyau familial, dans le fond, carrément. Puis mon cousin, il travaillait là dans le temps. Puis il faisait son bac en agronomie aussi. Puis j'étais certain, moi, dans ma tête, c'était sûr que c'était mon cousin qui allait reprendre la ferme parce que la façon qu'il était impliqué, il était tellement motivé. Puis ça. Puis en fait, j'ai été étonné que ça soit disons, moi, que ce soit un des enfants qui aurait repris la ferme avant. Mais c'est ça. Puis ensuite de ça, j'ai appris le fonctionnement d'une entreprise plus à l'extérieur de la ferme. Quand on discutait, mon père et moi, de la ferme, on parlait des résultats techniques et tout ça. Il me montrait les états financiers, puis on en discutait. Mais vraiment, de voir une entreprise, disons, commerciale qui est dans une situation de marché normal, qui fait des choix, puis des fois, les choix sont pas bons à long terme ou sont très bons à long terme, mais ça m'a permis justement de voir un peu ces aspects-là. Ça a été assez formateur, là. Donc, maintenant que vous avez eu un élément déclencheur, Ghislain, vous avez eu un accident, quel a été votre premier geste concret pour entamer vos démarches de transfert? En fait, depuis tout début du concours, la Coop fédérée transfert de ferme, c'est pour ça que je fais un petit peu de publicité, mais c'est dans le fond un élément important dans mon processus de transfert. J'ai, depuis le début du concours transfert de ferme, jugé ce concours-là. Et les premières années, les 5 premières années du concours, le jury était composé de Brigitte et Antonine, des gens des CREA, deux personnes très chaleureuses et qui, naturellement, le soir, après avoir jugé des fermes, des entreprises agricoles, des transferts de fermes intéressants, bien, tu te retrouves au souper à 3-4 personnes à discuter de ta journée. Puis, naturellement, ça finissait toujours par retomber sur Ghislain, toi, ton transfert, tu penses ça comment? Comment tu vois ça? Alors, Antonine et Brigitte m'ont toujours un petit peu taquiné sur mon transfert. Parce que c'est beau de dire que tu veux avoir de la relève, que tu crois que c'est important pour toi de faire un transfert de ferme avec une relève. Mais de la parole à l'acte, il y a comme une éternité, là. Je peux vous dire ça après coup, là. Ça a quand même pris 10 ans avant que ça déclenche dans ma tête qu'il faut le faire, là. Il faut, à un moment donné, poser un geste pour que ça se fasse, là. Et ça a été cette rencontre-là, ces rencontres-là, à toutes les années avec Brigitte et Antonine, qui m'ont permis de cheminer face à un transfert de ferme, mais face à un transfert de ferme avec de l'aide. Non pas comme je l'avais vécu avec mon père, où on a décidé qu'on faisait un transfert de ferme, mais avec le comptable, on fait un transfert de ferme sur le coin de la table. C'est pas ça que je souhaitais faire.
mais parce que j'en avais jugé des transferts de ferme ou ce que c'est qu'on avait regardé tous les aspects d'un bon transfert que je voulais le faire. Alors, je vous incite, tous ceux qui ont fait leur transfert de ferme ou qui sont en processus, à regarder ce concours-là. Ça ne coûte rien de s'inscrire et vous avez des chances d'avoir un jury qui y aille chez vous pour jaser avec vous de votre transfert de ferme. Alors, si ça vous intéresse, soyez les bienvenus. Pour moi, ça a été une étape importante dans mon transfert. Donc, si je résume bien, Ghislain, un des premiers gestes que vous avez fait, ça a été de contacter Brigitte? Effectivement, j'ai commencé par contacter Brigitte en premier. C'est bon, merci, Ghislain. Brigitte, pouvez-vous nous dire maintenant, on rigole un petit peu parce que Brigitte, c'est ma patronne, hein, donc là, je m'amuse à la vouvoyer. Donc, pouvez-vous nous dire maintenant quelles ont été les démarches que vous avez faites avec Ghislain et sa famille pour l'accompagner dans son transfert? Donc, quand j'ai eu un appel de Ghislain, là, je me suis dit, après plusieurs bouteilles de vin qu'on avait bu, enfin, il est prêt. Donc, j'étais contente. Il faut dire que Pierrette, elle, ça faisait longtemps qu'elle était prête, dans le fond. Donc, finalement, on a fait une première rencontre où il y avait seulement il y avait seulement Ghislain et Pierrette qui étaient présents. On voulait voir un peu comment, je voulais voir un peu comment ils voyaient la vision du transfert, comment ils voyaient les choses par rapport à ça. Puis, ce qui a été mentionné lors de cette rencontre-là, ça, c'était au début de 2010, parce que je pense que les dates ont quand même une certaine importance, donc début 2010. Là, on voyait peut-être 5 ans pour l'intégration d'une relève. La relève pressentie à ce moment-là, c'était Jacques qui était là, mais au niveau des autres enfants, Ghislain disait qu'il y avait 4 enfants dans la famille. On voulait quand même s'assurer que tous les enfants qui auraient pu avoir un intérêt quelconque pour l'entreprise puissent finalement le manifester. Parce qu'il y avait de la place aussi, il y aurait de la place pour plus d'une relève dans l'entreprise. Donc, cet aspect-là est quelque chose qui est ressorti vraiment lors de la première rencontre. Ce qui fait qu'on a décidé, l'autre étape qui a été faite, c'est qu'on a fait un conseil de famille. Bon, je pense que les cloutiers, à chaque année, organisent, dans le fond, une activité familiale où ils vont avec tous les enfants, les petits-enfants, les conjoints, tout ça, pour faire une activité. Et là, cette année-là, c'était au Mont-Sainte-Anne. Donc, je suis allée au Mont-Sainte-Anne. On s'était réservé une petite salle. Il y a eu une rencontre de famille qui a été faite. Les conjoints n'étaient pas présents parce que lorsqu'on fait un conseil de famille, moi, je recommande que les conjoints ne soient pas présents. Et là, avec les enfants de la famille Cloutier, dans le fond, on a jasé du transfert. On a parlé de relève potentielle. Et il y a effectivement une sœur de Jacques, Mireille, qui a dit que, au niveau de son travail, elle avait comme un certain essoufflement et elle avait toujours eu de l'intérêt pour l'entreprise. Et là, il a été décidé, convenu qu'elle viendrait essayer finalement de travailler sur l'entreprise puis voir vraiment pour confirmer ou infirmer son choix de vivre l'agriculture. Finalement, elle a fait cet essai-là et elle a dit finalement non, je ne veux pas reprendre l'entreprise. C'est arrivé un petit peu plus tard, mais ça s'est passé lors du conseil de famille que cette décision-là soit prise. Et qu'est-ce qui est ressorti aussi, c'est que tous les gens, de la famille souhaitaient vraiment la continuité de la ferme. Ils étaient très heureux de savoir que Jacques était intéressé aussi. Et tout le monde souhaitait être au courant quand même de ce qui se passe parce qu'il y a comme un attachement. Vous savez, une entreprise agricole, c'est au cœur aussi de la famille. Ça prend beaucoup de la place. Ghislain disait qu'il voulait avoir d'autres choses en dehors de l'entreprise, mais l'entreprise fait partie aussi du cœur de la famille. Donc, tous les enfants souhaitaient être au courant de ce qui se passait. Et ils ont décidé de créer un conseil d'administration familiale. Donc, tous les enfants, dans le fond, étaient comme administrateurs. Il n'y a pas eu de choses formelles faites au niveau écrit là-dessus, mais on a décidé de former un conseil d'administration qui serait mis en place pas pour faire la gestion quotidienne des opérations de l'entreprise, mais plus pour les grandes orientations. Parce que d'avoir des fois le point de vue de quelqu'un extérieur qui n'est pas collé sur l'entreprise pouvait être intéressant. Donc, en tout cas, tout le monde était d'accord avec ça. On a même fixé la date de la première rencontre et on avait même fixé le contenu. On regarderait les états financiers. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été intéressant et je pense que ça a duré dans le temps aussi, avec plus ou moins selon les années, là. Et ensuite, ça a été pour le conseil de famille. Et ensuite, à la fin de 2010, là, il y a eu une autre réunion qu'on a faite. On est allé chez Jacques et Julie, la conjointe de Jacques, qui demeurait à Marieville dans ce temps-là. Et on trouvait important que Julie soit impliquée dans les discussions par rapport au transfert parce que, même si elle n'avait pas l'intention de reprendre l'entreprise, c'était important qu'elle participe aux discussions. Donc, à ce moment-là, Ghislain a mentionné que il y avait, au début de 2010, il disait qu'il commençait à penser un peu à transférer peut-être dans 4-5 ans. Et là, à la fin de 2010, il disait qu'il sentait moins le goût d'être premier capitaine. Donc, dans l'espace d'1 an, il y a eu un cheminement qui a été fait.
Il y a eu des discussions par rapport avec les jeunes au niveau des maisons. Pierrette et Ghislain aimaient beaucoup la maison qu'ils habitaient à côté de la ferme et tout ça. Mais ils envisageaient la possibilité de peut-être déménager. Mais là-dessus, Julie a mentionné que pour elle, si elle prenait la maison de ses beaux-parents, il fallait qu'elle la mette à son goût parce qu'elle voulait se sentir chez elle et pas entrer dans la maison de ses beaux-parents. Mais ça impliquait pour elle aussi de déménager dans une autre région. En tout cas, il y a eu plusieurs discussions par rapport à ça. Mais là, on a parlé que l'intégration de Jacques pourrait se faire dans 1 à 3 ans. Donc, vous voyez, début 2010, 5 ans, fin 2010, 1 à 3 ans. Donc, on a gagné 2 ans en l'espace de quelques temps. Donc, là, devant là, on voyait vraiment le transfert qui s'en venait de façon plus proche un peu. Donc, on a décidé de faire un projet plan de transfert, dans le fond. Et là, il y a eu un diagnostic global d'entreprise qui a été fait par un agroéconomiste. Ça, c'est une étape qui est importante de voir la faisabilité d'un projet. Donc, ça a eu lieu. Ça, c'était en juin 2011. Donc, ça s'est fait parce que, bon, les délais là-dessus. Donc, en juin 2011, il y a les parents, au moment de la rencontre avec l'agroéconomiste, parlaient éventuellement de se construire une maison. Donc, ça, c'était ce qui était comme projet sur la table. Je vous dis que c'était en juin 2011. En septembre 2011, Jacques et Julie se sont mariés. On a marqué en séparation de biens parce que c'est important quand les jeunes se marient qu'il y ait un contrat de mariage en séparation de biens. Donc, ça, c'est l'aspect légal, mais qui fait partie des discussions par rapport au transfert. Ça, c'est important. Et là, on dit déménagement décédant, mais c'est qu'au mois de septembre, Pierrette et Ghislain ont annoncé qu'ils s'étaient achetés une maison. Donc, juin, construction de maison. Septembre, achat d'une maison. Donc, des fois, je disais, à chaque fois que j'envoyais un courriel, je disais, bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis notre dernier courriel? Et il y avait toujours des changements. Ça a fait partie du processus. C'est pas toujours comme ça, mais dans cette entreprise-là, c'est ce qui est arrivé. Donc, il y a eu des discussions et là, Ghislain a dit encore une fois qu'il était prêt à laisser les cordeaux. Encore plus, là, il laissait encore une place de plus, mais il voulait participer aux discussions. Pierrette, elle disait, bon, toutes les opérations, le quotidien, tout ça, elle n'était plus là-dedans, mais elle disait qu'elle aussi voulait participer aux discussions, mais un peu plus en retrait aussi par rapport à ça. Et là, il y a eu un objectif de transfert qui a été fait en 2011, que là, on transférait 25 en 2012 à Jacques, en 2017, un autre 25 et en transfert final en 2022. Donc ça, en 2011, ça a été décidé. Maintenant, à partir de 2012, là, ça a été la partie fiscale. Il y a eu plusieurs rencontres qui ont été faites avec le fiscaliste, avec le comptable de l'entreprise aussi par rapport à ça. Donc, il y a eu une réorganisation des actions et dès les premières rencontres là, avec le fiscaliste, le prix de vente final a été fixé pour 2022. Donc, on savait déjà en 2012 quel serait le prix final pour 2022. Ensuite, il y a eu, le retour de Jacques sur l'entreprise s'est fait à travers ça, et il y a eu une donation de 20 des actions qui ont été faites à Jacques aussi. Et il n'y a pas eu de clause de fidélité de mise sur ce montant-là. Souvent, quand on fait un transfert, quand il y a une donation faite à la relève, les vendeurs vont souhaiter mettre une clause de fidélité en disant si tu t'en vas après un certain nombre de temps, on veut que tu nous redonnes une partie de la valeur. Sauf qu'après les discussions qui ont eu lieu avec Pierrette et Ghislain là-dessus, ils ont mentionné que Jacques, il y avait 4 enfants dans l'entreprise, puis on dit si Jacques s'en va, bien, il va avoir eu 25 de ses parts, donc il n'y avait pas de clause de fidélité. Ça, c'était quand même mentionné. Au niveau aussi, il y a eu beaucoup de discussions au niveau de la convention, nouvelle convention d'actionnaires, par rapport à l'aspect, toutes les choses qui doivent être en cas d'arrive des choses difficiles, comme par exemple au niveau d'inaptitude, il y a eu des mandats d'inaptitude qui ont été faits. En cas d'inaptitude, dans le fond, c'était Jacques qui pouvait contrôler l'entreprise, donc il y a eu des discussions là-dessus. Au niveau de l'assurance vie de Jacques, c'est une assurance vie que Ghislain et Pierrette avaient prise sur la vie de Jacques. Et lors de ces discussions-là, ils ont décidé que, dans le fond, c'est Jacques qui était devenu propriétaire de sa police d'assurance et que c'était sa conjointe qui deviendrait bénéficiaire, même si c'est eux qui avaient payé. Ils ont fait les testaments, on a jasé de ça. La question d'équité entre les enfants a été abordée. On en avait déjà parlé, de toute façon, avec le conseil de famille, mais on en a reparlé. Et là, ce que Ghislain et Pierrette avaient décidé, c'est que Jacques, dans le cas de décès des parents, Jacques aurait l'entreprise et les 3 autres enfants partageraient l'ensemble des autres biens, les assurances vie et tout ça. Donc, c'est ce qui a été fait. Et là, c'était clair que la vente à Jacques était faite. Là, Pierrette vendait toutes ses parts en 2017, puis c'était celle de Ghislain qui était vendue en 2022. À travers tout ça qui s'est passé comme processus, parce qu'après ça, moi, je n'ai pas continué à travailler avec eux. Il se passait trop d'affaires, puis là, je dis non, là, je vais vous laisser continuer à faire ce que vous avez à faire. Mais je veux dire qu'à travers tout ça, ce matin, Martine Deschamps parlait du transfert du savoir et des pouvoirs. Et ça s'est fait là, de façon très, très fluide à travers ça. Parce que, Ghislain, comme il disait au début, là, c'était lui qui était en charge. Et finalement, là, ça s'est fait de façon très fluide avec Jacques. Et je pense que Jacques est arrivé sur l'entreprise assez rapidement, là, comme
au niveau plus comme un gestionnaire que comme un employé, là. Donc, ça, c'est important. Et je voulais dire aussi que Pierrette, dans tout le processus, a été un élément très facilitant de tout le processus et elle n'a pas eu à jouer le rôle que souvent les mères jouent d'être intermédiaire entre le père et le fils. Elle n'a pas eu à jouer le rôle de jambon dans la sandwich. Il n'y avait pas de problème de sandwich. Tout le monde était capable de bien se parler. Donc, c'est ça la part du travail qui a été fait au niveau de la démarche. Merci, Brigitte, pour la description du cheminement que vous nous avez mentionné au travers de ce cheminement-là, avoir rencontré le fiscaliste. Donc, je vais laisser la parole à Patrick pour qu'il nous explique un peu les scénarios fiscaux qui auraient pu être proposés. Donc, comme on peut voir, c'est sûr que le transfert de ferme, c'est quelque chose qui se planifie à l'avance. Le fiscaliste, ça ne veut pas dire qu'il va intervenir dès le départ. C'est sûr que M. Cloutier fait affaire avec un comptable depuis plusieurs années. Donc, il y a un premier contact qui se fait avec le comptable de M. Cloutier, qui n'est pas là uniquement pour faire les états financiers, on pourrait dire, mais que je pense qu'il participe au niveau des discussions, au niveau des projets, au niveau des cédants. Puis, bon, un coup que ça atteint un certain niveau là, d'avancement dans le dossier, là, le fiscaliste peut intervenir soit de manière occasionnelle au départ ou plus régulièrement lorsqu'on arrive dans une situation là, plus concrète là, en termes de transfert de ferme. C'est sûr que quand on rencontre les clients, on parle un peu les différentes règles fiscales, évidemment. Là, quand quelqu'un veut céder son entreprise, il veut savoir combien d'impôts qu'il va payer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la règle générale, c'est que tout impact fiscal dans le cadre d'un transfert de parent-enfant va être établi en fonction de la juste valeur marchande et non pas selon le prix de vente établi. Ça, c'est la règle générale. Par contre, au niveau agricole, lorsqu'on rencontre certaines règles fiscales, il est possible de transférer une entreprise à une relève, à un enfant, d'un parent à un enfant, en fonction du prix de vente entendu et non pas en fonction de la valeur marchande. Donc, par exemple, si une entreprise vaut 1,5 million, s'il y a une entente pour 700 000 l'imposition va se faire en fonction du prix convenu. Donc, ça va demander une donation d'actions dans ce cas-là, parce qu'on est dans le cadre d'une compagnie, d'une donation d'un parent à un enfant ou d'un parent à un gendre ou une bru pour éviter les règles d'attribution dans le futur. Donc, ça, c'est des choses qui vont intervenir dans le processus, comme on a pu le voir. Mais il est toujours aussi temps de donner. On n'est pas obligé aussi de donner dès le départ. On l'a vu aussi dans le plan qui avait été établi. Il y a des donations d'actions qui ont été établies dans le temps. Pourquoi il est toujours temps de donner? Bien, c'est qu'on ne peut pas faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut donner d'un parent à un enfant sans impact fiscal, mais le parent qui donne... c'est-à-dire l'enfant qui voudrait redonner à ses parents pour X, Y raison, bien, va devoir s'imposer sur la valeur marchande à ce moment-là. Donc, des fois, ça peut être intéressant d'être quand même prudent là, par rapport à cet élément-là. C'est sûr que quand on rencontre les cédants, la volonté qu'ils ont, c'est de pouvoir bénéficier de la déduction pour gain capital. C'est un concept qui est connu par les cédants. Là. Je ne vous dis pas au niveau des technicalités, évidemment, mais plus au niveau de... Il existe une déduction pour gain capital qui a varié énormément au fil des années. Là. Mais bon, est-ce que j'ai droit à cette déduction-là? Par contre, c'est sûr que la problématique, lorsqu'on est dans le cadre d'une compagnie, c'est que c'est quand même difficile de bénéficier de la déduction pour gain capital dans le cadre d'un transfert d'actions, d'un transfert parent-enfant. Parce que, et là, c'est une particularité qu'on rencontre au niveau des compagnies. C'est sûr que si on était en société non collectif, c'est différent. Là, on est capable de plus facilement bénéficier de la déduction pour gain capital. Mais dans le cadre d'un transfert parent-enfant, je n'ai pas encore vu de relève. Mettons que si le prix de vente établi, c'est 1 million, je n'ai pas encore vu de relève qui avait 1 million de leur compte de banque. Donc, évidemment, c'est toujours l'entreprise qui finance l'entreprise, c'est-à-dire qui finance la transaction. Donc, pour remettre l'argent au cédant, bien, c'est sûr que l'argent provient de la compagnie et la sortir de la compagnie, il y a quelqu'un qui doit s'imposer dessus, soit sous forme de salaire, soit sous forme de dividende. Donc, ça devient assez complexe d'avoir droit à la déduction pour gain capital. Puis, il y a aussi le fait que, bon, si par exemple, un cédant voulait transférer l'entreprise par un prix de vente de 800 000 $, je donne un paquet de chiffres, là, mais il n'y a pas de lien là, avec le cas. C'est juste pour un peu illustrer, de comprendre plus facilement.
Si une relève vendait 800 000 ses actions, si le décédant vendait 800 000 les actions à une relève, c'est sûr qu'ils auraient droit à la déduction de capital. Mais la problématique, c'est quand viendrait le temps de prendre l'argent de la compagnie pour verser le montant d'argent au cédant, bien, la relève devrait s'imposer sur ce montant d'argent-là. Donc, la portion impôt, finalement, serait financée à même la compagnie. Donc, ça fait des transferts de ferme qui seraient beaucoup plus onéreux d'un point de vue financement. Puis l'autre élément aussi, c'est que, bon, souvent la relève, elle est dans un âge où elle a de jeunes enfants, donc plus de jeunes familles, donc possible d'avoir davantage de programmes sociaux, ce qui veut dire que verser davantage de dividendes ou de salaires à une relève, bien, ça fait en sorte que oui, on paye un taux d'imposition, mais en même temps, c'est sûr qu'on aurait une perte au niveau de certains programmes sociaux, tandis que, habituellement, au niveau des cédants, il y a, et cette problématique, pas cette problématique-là, mais cette situation-là n'est pas rencontrée. Donc, c'est ce qui fait que c'est plus difficile. Au niveau de la déduction pour gain capital, c'est sûr que ce qu'on regarde davantage, et c'est celle qui est en caractère gras, bien, c'est celle qui a été retenue là, dans le cas présent. C'est sûr que c'est un retrait des parents via un gel successoral, ce qui veut dire que on va fixer la valeur de l'entreprise, comme si on prenait une photo de l'entreprise à la date d'aujourd'hui, et on va mettre cette valeur-là dans une nouvelle catégorie d'actions, et on va prévoir une cédule de rachat, c'est-à-dire que au fil des années, la compagnie va racheter les actions des cédants, et pour les cédants, ça va occasionner la réalisation d'un dividende. Donc, la donation d'actions, encore là, peut prendre effet dès ce moment-là ou plus tard dans le processus. C'est sûr que si c'était par contre dans un contexte de ferme laitière, ce qui n'est pas le cas ici, là, bien, souvent on va avoir un processus de donation dès le départ parce qu'on va avoir accès à certains programmes, dont souvent ce qu'on entend parler, le prêt de quota de 5 kg qui demande de détenir 50 % de toutes les catégories d'actions. Donc là, à ce moment-là, ça va souvent demander une donation dès le départ. Une autre alternative qui aurait pu être envisagée, c'est que les parents auraient pu se créer une compagnie de gestion. C'est sûr que l'imposition pour les parents aurait été la même, là. C'est que par rapport au premier scénario qui a été retenu au niveau du retrait des parents, il faut que la relève comprenne, tes parents sont encore là dans l'actionnariat pour plusieurs années. Ça ne veut pas dire qu'ils auront des actions votantes et participantes, mais au niveau de l'actionnariat, sont toujours présents avec des actions à tout le moins privilégiées. Donc, il faut être patient, de dire que, bon, mais tranquillement, pas vite, on rachète les actions des cédants, tandis que la création d'une compagnie de gestion pourrait permettre de couper les ponts plus facilement dans des situations où, des fois, la relève, elle voudrait vraiment voler de ses propres ailes. Donc, ça pourrait être une situation qui aurait pu être envisagée, de dire, écoutez, non, on fait un emprunt dès le départ de la valeur qui est entendue, on transfère ça dans une compagnie de gestion des parents, et les parents, après ça, auraient pu gérer ça à leur propre façon. Donc, ça pourrait être aussi à la demande des parents, parce que les parents pourraient sentir qu'ils ont une plus grande liberté, à savoir combien d'argent qu'ils veulent prendre par année dans la compagnie, tandis que quand on a un gel successoral avec une cédule de rachat établie, c'est sûr que ça peut être un peu plus rigide par rapport à si des fois il y avait des besoins particuliers au niveau des parents. La dernière alternative, je ne l'ai pas encore appliquée comme telle. C'est sûr qu'au niveau des deux premières alternatives, les cédants, si des fois ils ont besoin d'argent dès le départ, ça peut demander une imposition plus importante. Pas demander, mais avoir comme résultat une imposition plus importante. Par exemple, les parents auraient une maison à s'acheter, puis ils voudraient avoir l'argent, ils n'ont pas faire l'emprunt personnellement. Là, ça demande de verser un dividende plus important dès le départ. Donc, évidemment, on comprendra que plus le dividende est élevé, plus l'imposition est élevée en conséquence. Donc, il pourrait y avoir aussi une autre alternative qui serait de vendre les actions sans la réalisation sans l'utilisation de la déduction pour gain capital et de vendre ça à une relève qui pourrait utiliser une compagnie de gestion pour remettre l'argent à ses parents. Donc, on pourrait convertir à ce moment-là le taux d'imposition d'un dividende en celui d'un gain en capital. Donc, c'est pas mal les options qu'on a ici dans ce dossier. Okay. Merci, Patrick, pour ce survol de la fiscalité du cas. Maintenant, où vous en êtes? Maintenant, Jacques a été intégré en 2012. Qu'est-ce
Qu'est-ce que vous avez fait depuis 2012? Où vous en êtes? En fait, en 2012, quand Jacques est rentré sur l'entreprise, je lui ai dit, maintenant, c'est ton entreprise, tu travailles pour toi, puisqu'on avait fixé le prix de vente, qu'on fasse des profits ou des pertes dans l'entreprise, en théorie. Je dis bien en théorie, parce que si on fait des pertes, la théorie ne s'applique plus. Mais dans le cas de gain, les cédants n'en profitent pas, c'est la relève qui en profite. C'était vraiment le but qu'ils se mettent à travailler pour lui. Donc, c'était un point important. Et j'ai gardé, par intérêt personnel ou peut-être par habitude, parce que ma mère m'avait dit quand j'avais pris l'entreprise, mais c'était ma mère qui faisait la comptabilité de la ferme dans le temps, mes parents. Elle dit, maintenant, tu fais ta comptabilité. Comme ça, tu vas comprendre tes chiffres. Puis Parce que mon père avait tendance à critiquer les chiffres de ma mère sur la comptabilité. Puis, mettons qu'elle avait comme ce bout-là, elle voulait s'en départir. Alors, j'ai commencé à faire la comptabilité. Quand ça fait tout près de 40 ans que tu fais ta comptabilité, bien, j'avais gardé cette partie-là, puis j'avais laissé toute la partie décision au niveau de l'entreprise, au niveau du poulailler, les achats, la gestion totale à Jacques. Et 3 mois après, bien, on est parti au mois de mars en vacances, et là, je lui ai dit, bien, Jacques, peux-tu faire la comptabilité ce mois-ci? Je suis en vacances. Et la question s'est jamais reposée, qui me la redonne au bout d'un mois. Ça fait que je trouvais ça comique un peu ce matin. Effectivement, c'était comme un transfert, c'était pas une délégation. Peut-être que pour toi, c'était une délégation, mais lui, c'est un transfert. Mais ça ne m'a pas dérangé. Mais je l'ai juste constaté. Donc, son intérêt à contrôler son entreprise était évidente à ce moment-là et j'ai trouvé ça bien intéressant. La question d'équité avec les enfants s'est jamais reposée. On a fait des changements, mais comme disait Brigitte, à tous les ans, on évolue une petite marge de plus vers un transfert définitif. Alors, en janvier cette année, j'ai transféré 25 % de mes parts à Jacques. Il faut dire que l'année dernière, j'ai pris ma retraite de la Coop fédérée comme administrateur, donc je suis plus libre de ne pas être un agriculteur. Donc, maintenant, Jacques a 50 % des actions, Pierrette et moi en avons chacun 25 %. On a refait notre convention d'actionnaires pour ni plus ni moins que de concrétiser ce qu'on avait pris comme décision, parce que si tout le monde meurt demain matin, ce qu'on a entre les deux oreilles, il n'y a pas personne qui s'en rappelle. Donc, c'est important d'avoir des dossiers clairs, même si ça coûte quelque chose d'aller chez le notaire, ça vaut la peine d'avoir des dossiers clairs. On parle quand même des entreprises qui valent assez cher. Et pas se faire avoir au niveau fiscal ou autrement, pour quelque raison que ce soit, parce qu'on a oublié un détail, là, ça serait bien malheureux. Donc, le transfert d'actions, ça va bien. La convention d'actionnaire a été corrigée. Nos testaments sont faits et ont été amendés aussi de part de l'idée qu'on avait du départ. Compte tenu que, c'est toujours dans mon idée que de transférer une entreprise agricole à son enfant, c'est comme lui transférer un travail, une gestion de son propre travail et un niveau de risque. Il ne faut pas que ça devienne un cadeau empoisonné. Et comme dans notre convention d'actionnaire, il y a une partie assurance-vie sur ma vie qui est inclue dedans, qui est payée par l'entreprise, bien, il faut que cette assurance-vie-là, si on veut que lui continue à la payer, parce que lui, c'est une dépense, mais pour les autres enfants, c'est juste un revenu. Donc, on a changé notre testament et maintenant, les 4 enfants recevront à notre décès, qui j'espère sera le plus tard possible, les surplus de ce qu'on aura réussi à économiser. Moi, je m'attendais d'avoir à peu près la moitié de ma vie de fête. Fait que rendu à 120 ans, peut-être qu'il n'en restera pas beaucoup. Mais si c'est demain matin, bien, il en restera plus, mais ça sera divisé à part égale pour les 4 enfants. Le conseil de famille, actuellement, on a comme un gros projet sur la table d'investir dans un nouveau poulailler parce que l'évolution de l'entreprise nous emmène là. Et comme c'est une dépense d'investissement qui est très importante,
il y a des décisions qui se prennent parce que les 3 actionnaires c'est pas 2 cédants qui s'en vont là, en se disant on ramasse le pécule puis on s'en va. Non, c'est encore 2 actionnaires, Pierrette et moi, qui sont vivants dans l'entreprise et qui veulent que l'entreprise fonctionne. Alors, notre retrait des dividendes est arrêté parce que nos fonds de pension propres qu'on a sont suffisants pour vivre. Et on permet ainsi à l'entreprise de refaire un mouvement d'investissement important avec cet argent-là, sauf qu'en se disant qu'à l'autre bout, bien, quand ça va faire partie de l'héritage, vu qu'on n'a pas besoin pour vivre, nous autres. Donc, c'est comme de toujours penser en fonction de la pérennité d'une entreprise. Ça, c'est resté pour Pierrette et moi très important. Un petit point, je m'excuse. Vas-y, Ghislain, il n'y a pas de problème. Sur le conseil de famille, on ne se réunit pas souvent. Mais là, compte tenu de l'importance du projet d'investissement, on sait qu'on va en faire un. Parce que c'est important que les autres enfants aussi soient à la même place que nous dans le projet d'entreprise, parce qu'ils l'ont défini au départ dans la première rencontre, qu'ils voulaient en faire partie. Donc, on va refaire un conseil de famille à l'occasion pour avoir cette discussion-là, tout le monde ensemble. Merci. J'aurais une dernière question pour Ghislain et pour Jacques avant de passer aux questions de la salle. Ça serait quoi votre message que vous voudriez donner aux autres producteurs, les producteurs qui vous écoutent par rapport au transfert? Oui, bien, moi, je vais commencer. Dans le fond, par mon expérience, c'est probablement pas la situation de tout le monde, mais je vous le dis, pour moi, ce qui est arrivé, là, c'est que mon père n'était pas prêt à transférer quand j'ai terminé mon cégep. Puis il n'était pas prêt à transférer quand j'ai fini mon bac. Puis ça s'est plus transformé en une autre opportunité qu'en quelque chose de frustrant, là. Je trouve qu'à la suite de tout ça, j'ai appris comment fonctionnait la production dans le secteur agricole en général, là. Pas juste dans la production avicole, mais dans tous les types de production pour pouvoir justement en parler, savoir de quoi on parle. Puis quand j'étais allé à l'université, j'ai appris comment ça fonctionnait. Comment fonctionnait le monde agricole dans son ensemble. Puis après ça, quand j'ai travaillé à l'extérieur, j'ai pu voir des entreprises qui allaient très bien, des entreprises qui allaient très mal, puis pouvoir, dans le fond, me faire une idée pour que ça ne soit pas des éléments qu'on reproduise dans le futur, là, de faire des mauvais choix, ou en tout cas, d'essayer de faire des mauvais choix là, si on est capable de les voir d'avance. Puis si j'avais quelque chose un conseil à donner, ce serait d'essayer toujours d'aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, c'est quoi, d'élargir nos horizons, puis de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans l'entreprise. Puis aussi, je pense que j'ai été chanceux. Mes parents, mon père, ma mère m'ont fait confiance, puis je l'ai apprécié. Fait que je ne sais pas s'il y a un comportement qu'il faut avoir là, par rapport à ça, peut-être pour sembler être crédible aux yeux de nos parents ou du cédant. Mais d'être sérieux, d'essayer de montrer justement à quel point que ça nous tient à cœur aussi, puis d'être respectueux, puis à l'écoute. Donc, ce seraient les conseils que j'aurais à donner à quelqu'un dans ma situation. Alors, pour ma part, on a fait une situation chez nous un peu particulière. La cogestion, il y en a pratiquement, en pratique, il n'y en a pas eu. Parce que Jacques est arrivé sur l'entreprise et je lui ai donné les cordeaux où il a pu faire ses essais, corriger des points. C'est une des premières choses qu'il m'a dit en arrivant. Je vais essayer de faire mieux que ce que tu as fait dans la dernière année. Et il a réussi. Non, mais pour le faire, il faut quand même faire des essais. Ce n'est pas tous des bons coups, mais globalement, il a réussi à améliorer la situation, les revenus de l'entreprise. Il a gagné son salaire en améliorant les revenus de l'entreprise. C'est quand même pas rien. C'est assez majeur comme amélioration parce qu'il avait le temps de le faire. Il était sur l'entreprise et il l'a fait. Ce qu'il n'avait pas le temps de faire étant tout le temps en dehors. Donc, donner du mentorat m'apparaît très important, d'être capable de laisser rapidement à la relève sa place, de faire ses essais et ses erreurs, de le suivre, d'être prêt à répondre à ses questions, mais aussi de lui laisser
le choix de se tromper. Si mon père ne m'avait pas laissé le choix de me tromper au départ, probablement que je n'aurais pas fait de l'agriculture. Je n'aurais pas resté sur l'entreprise. Mon père m'a donné cette possibilité-là de faire des erreurs et je pense que c'est important. De se faire aider, les CREA, c'est un très bon moyen. Il faut se faire aider par des fiscalistes, le comptable, le notaire. C'est un changement de vie important et il ne faut pas faire d'erreur non plus dans la façon de le faire. J'ai trouvé cette expérience-là pour le moins difficile. Ça m'a pris 10 ans entre le moment où Jacques m'annonce qu'il y a de l'intérêt à prendre la relève sur l'entreprise et le moment où je l'ai appelé pour lui dire viens-t'en, ça ne me tente pas de me réengager un nouvel employé. Puis une chose que je m'étais dit en partant, Jacques ne sera pas un employé sur l'entreprise, il va être un patron. Quand il va arriver sur l'entreprise, il va arriver comme patron et non pas comme employé. Des employés, on peut l'engager. Mais là, j'étais rendu au point où j'avais moins le goût de me retrouver un nouvel employé parce que j'en perdais un. Donc, j'ai dit, si j'ai moins le goût, c'est parce que j'ai plus la flamme de faire progresser l'entreprise. Donc, ça a été un élément déclencheur important. Et la même chose que Jacques, du respect de l'écoute, c'est bien important. De penser que notre élève est aussi intelligente, sinon plus que nous autres, c'est important. Ils ont droit à l'erreur comme on a eu droit à l'erreur et il faut les respecter là-dedans, c'est bien important. Puis si on ne s'écoute pas, c'est comme parler dans le vide. Alors, il faut écouter les autres si on veut qu'ils nous écoutent. Et c'est comme dans toute activité sociale, quand on parle à quelqu'un, si on pense à ce qu'on va lui dire pendant qu'il nous parle, on n'appelle pas ça sociabiliser. Donc, c'est la même chose dans un transfert de ferme. Il faut être capable d'écouter. C'est ce qui est le plus difficile dans la vie, puis c'est ce qui donne les meilleurs résultats. Merci. Je pense que c'est deux messages très intéressants qu'on a eus autant de Jacques et de Ghislain. Ça serait maintenant à vous de poser des questions si vous n'avez soit dans la salle ou soit par webconférence. Ça va être de ce côté-ci pour le micro parce qu'on a volé l'autre micro. Alors, bonjour. Mon nom... Fonctionne-tu, ça? Oui. Oui. Alors, mon nom est Carl Hébert, directeur du réseau AgriConseil Montérégie-Est. Ma question, j'ai deux questions, M. Ghislain, peut-être Jacques aussi. Premièrement, si vous avez travaillé avec le CREA, j'imagine que vous avez eu accès à des aides financières du programme des services conseils. Ça, c'est excellent. Ma deuxième question, c'est s'il n'y avait pas eu ces aides financières-là, est-ce que, dans votre tête, votre projet de transfert avait cette importance-là que vous l'auriez fait pareil, même s'il n'y avait pas eu de subvention? Effectivement, je l'aurais fait pareil. Et les subventions ne couvrent pas tous les frais reliés à un transfert de ferme. Mais c'est secondaire, les frais reliés, les frais juridiques, les frais de fiscaliste, les frais de support qu'on a. C'est secondaire par rapport à la valeur qu'on transfère. Donc, c'est très important de se faire aider. C'est plaisant qu'il y ait des aides financières. Là. On est capable de se pencher pour ramasser l'argent. On est comme vous autres. Là. Mais ça reste plus important de le faire avec de l'aide pour éviter de se tromper qu'autrement. Parce que si vous vous limitez votre transfert de ferme en vous disant « je vais dépenser ce qu'il y a comme aide financière », vous risquez qu'il en manque un peu et qu'il y ait des points que vous n'ayez pas traités. Moi, je pense que ça, c'est important aussi. Oui, puis je pourrais rajouter aussi que, tu sais, dans le fond, le coût de fonctionner avec le CREA, c'est pas si élevé que ça par rapport à l'ensemble, la fiscalité, les frais de notaire, ces choses-là. Puis dans le fond, le CREA nous aide vraiment à tout coordonner ces gens-là. Puis c'était super. Là, Brigitte nous disait « Ouais, mais à tel moment, vous aviez parlé de telle chose. » Puis là, on était devant le fiscaliste. Puis il y avait le fiscaliste, le notaire, il y avait tout le monde autour de la table. Puis
on dirait que tu nous amenais des choses que, ah oui, c'est vrai, on avait parlé de ça, puis c'était pertinent, fait que ça le valait en masse, ça. C'est ça. Phew. Ce que je veux dire. Non, ça ne fait pas peur. Merci, M. Hébert, pour cette question-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Donc, il faut croire que vous avez été intéressant et clair. Donc, merci beaucoup, Ghislain, Jacques et Brigitte, pour avoir partagé votre expérience et cheminement.